Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Alors vous pouvez participer et donc communiquer avec le petit bandeau chat participant que vous voyez du coup s'afficher sur l'écran, sur votre droite, sur la droite de l'écran. Je vois que Véronique a communiqué dessus, je vais vous écrire un petit message. Vous pouvez me répondre pour voir si tout le monde a accès au chat. Ok, ça a l'air du coup de fonctionner. Alors, je vais du coup me mettre sur la première diapo du support que je vais vous présenter sur la loi de finances. Donc, je suis en compagnie de Fabrice Perronnet et de Laurent Poc. Je vais du coup vous présenter la loi de finances 2022 et ensuite Laurent et Fabrice me viendront en renfort pour les potentielles questions que vous auriez. Vous pouvez du coup tout au long de ma présentation poser vos questions sur le chat sur votre droite. On tentera d'y répondre. Alors soit je ferai quelques pauses en fait si vous voulez je vais vous présenter 6 sujets différents. Je vais d'abord faire les 3 premiers sujets, je ferai une pause. Ensuite, on pourra prendre un instant pour répondre aux questions que vous avez. Et ensuite, j'enchaînerai sur les 3 derniers thèmes et on refera une séance questions si ça vous convient. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat à cet effet. Allez, je lance le support. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon. OK pour le support. OK, très bien. Bon, eh bien, je vais débuter. On est 9 personnes en ligne. Il est 13h36. Je vais commencer. Donc, ce petit webinaire, c'est l'occasion de vous présenter les... Alors, forcément, on a fait un choix sur les sujets qu'on a choisi de vous présenter. La loi de finances regroupe énormément de thèmes, de mesures adoptées. Donc là, vous avez une sélection de 6 mesures de cette loi de finances. Certaines concernent à la fois un public agricole et non agricole, et certaines sont un peu plus spécifiques à nos adhérents agriculteurs, comme la TVA agroalimentaire, par exemple, qui est un sujet qui a beaucoup fait parler de lui. Je vais du coup débuter par le premier sujet qui est l'option pour l'impôt sur les sociétés qui est ouverte aux entrepreneurs individuels. Donc c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit rappel sur l'impôt sur les sociétés. Donc lorsqu'on est entrepreneur individuel, on est obligatoirement à l'impôt sur le revenu. On ne peut pas opter à l'impôt sur les sociétés en restant entrepreneur individuel. Pour pouvoir basculer à l'impôt sur les sociétés, il va finalement y avoir 2 possibilités. Soit on va mettre son entreprise individuelle en société, une société qui est à l'IS, et de ce fait, on bascule à l'impôt sur les sociétés. Soit on peut adopter le régime de l'EIRL, tout en optant pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL, et ça va emporter option à l'IS. Alors, pourquoi on a ouvert la possibilité aux entrepreneurs individuels d'opter pour l'IS, contrairement à ce qui était le cas jusqu'à présent?
On a un projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui est actuellement à l'étude au Sénat. Et ce projet de loi prévoit notamment de supprimer le régime de l'EIRL. Donc, il y a des EIRL aujourd'hui qui existent. Il n'est certainement pas question de supprimer les EIRL qui existent déjà. Ce projet de loi viserait à rendre impossible la création de nouvelles EIRL, mais les EIRL existantes perdureraient. Donc, cette mesure de la possibilité d'opter à l'IS, mesure qui est prévue par la loi de finances 2022, est conditionnée à l'adoption de cette loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. C'est-à-dire que tant que cette loi n'est pas adoptée, la mesure de la loi de finances 2022 qui permettrait l'option à l'IS pour les individuels ne pourra pas rentrer en vigueur. Donc, étant donné que ce projet de loi a pour objet de supprimer le statut des EIRL, cela signifierait que la seule possibilité pour les entreprises individuelles de passer à l'IS serait la mise en société. Ce n'est pas forcément une volonté de tout le monde de passer en société. Donc voilà pourquoi ils permettraient aux individuels d'opter à l'IS. Pour pouvoir opter à l'IS, il y aurait deux conditions. D'une part, il ne faudrait pas bénéficier d'un régime micro. Et d'autre part, pour opter à l'IS, de la même manière que pour l'EIRL qui a vocation à disparaître, il faudrait opter pour l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou à une EARL, qui sont du coup des sociétés. Si jamais l'option à l'IS est exercée, elle serait irrévocable au bout de 5 ans. Donc auparavant, lorsqu'on optait à l'IS, c'était une option irrévocable. Il y a 2-3 ans de cela, la loi de finances a permis de rendre irrévocable l'option IS, mais qu'au bout d'une période de 5 ans. C'est-à-dire qu'on va exercer son option à l'IS et on a, à compter de l'exercice de cette option, 5 ans pour y renoncer. Si jamais on n'y renonce pas dans ce délai de 5 ans, à ce moment-là, l'option IS devient irrévocable. Donc, à l'heure actuelle, il est assez difficile pour les entrepreneurs individuels de pouvoir comparer quelle serait la situation la plus intéressante entre un individuel qui opterait à l'IS en restant entrepreneur individuel ou bien un individuel qui se mettrait en société pour ouvrir droit l'impôt, pour pouvoir être assujetti à l'impôt sur les sociétés. Il est difficile en fait de comparer ces deux possibilités et de juger laquelle est la plus opportune, tout simplement parce que nous n'avons pas encore toutes les conséquences qui sont liées à l'option à l'IS pour les individuels. Étant donné que ça entraîne un changement de régime d'imposition, ça entraîne une cessation d'activité au sens fiscal, et du coup, ça va entraîner toutes les conséquences de la cessation d'activité, qui peuvent être lourdes fiscalement. Sauf qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore quels vont pouvoir être les mécanismes qui vont pouvoir être mis en place pour neutraliser les effets de ce passage à l'IS. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une mesure qui peut être intéressante, probablement, mais on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir juger si c'est opportun ou pas. Ça viendra certainement par la suite, au fur et à mesure des décrets d'application, déjà de l'adoption du projet de loi sur l'activité professionnelle indépendante et ensuite de tous les décrets, les commentaires de l'administration fiscale. C'est toujours pareil, quand une mesure est votée, on attend tous ces apports et c'est une fois que l'on a tous ces apports qu'on est en mesure de pouvoir bien évaluer les choses. Voilà, donc ça, c'est forcément, ça s'adresse aux entreprises agricoles et non agricoles. Voilà par rapport à cette mesure, cette nouvelle possibilité, qui est conditionnée, comme je le disais, à l'adoption d'une autre loi, donc qui n'est pas encore entrée en vigueur. Je vais passer à un second sujet qui concerne les crédits d'impôt. Donc 3 crédits d'impôt différents.
le premier crédit d'impôt qui est le crédit d'impôt remplacement. Donc ce crédit d'impôt-là s'adresse aux professionnels agricoles qui ont une activité qui nécessite leur présence quotidienne sur l'exploitation et qui du coup seraient amenés à faire des dépenses de remplacement tout simplement pour qu'une personne réalise cette activité à leur place. Donc, pour rappel, ce crédit d'impôt remplacement, il a une limite annuelle en nombre de jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt pour un nombre de jours supérieur à 14 annuellement. Donc ensuite, on calcule pour savoir le montant du crédit d'impôt. Donc on sait que c'est dans la limite annuelle de 14 jours. Et pour calculer le coût d'une journée de remplacement, on va venir multiplier le jour par le taux horaire minimum garanti au 31 décembre de l'année en question. Donc, on prend le nombre de jours de remplacement que l'on vient multiplier par le taux horaire et à cela, on obtient un montant. Et de ce montant-là, à la base, le crédit d'impôt est égal à 50%. La mesure de la loi de finances, c'est qu'elle vient porter le taux du crédit d'impôt de 50 à 60%, mais seulement pour toutes les dépenses de remplacement qui sont engagées suite à une maladie ou un accident du travail. Ce n'est que dans ces deux cas que le taux du crédit d'impôt est porté à 60%. Pour les autres cas, on reste sur un crédit d'impôt de 50%. Si je prends un petit exemple pour illustrer ça, si jamais donc on a une personne qui a un accident de travail, qui du coup réalise des dépenses pour son remplacement. Donc, elle est au maximum de la limite annuelle. Donc, admettons qu'elle est à 14 jours. Ça veut dire que si on a un taux horaire de 3,75, on va venir faire 3,75 fois 42 fois 14, qui est la limite annuelle. Et ce montant-là, on va le multiplier par 60%. Et ça nous donne le montant du crédit d'impôt. Donc, ça serait en l'occurrence 1 323 €. Le crédit d'impôt formation du dirigeant. Alors ce crédit d'impôt-là, la loi de finances est simplement venue nous dire que pour toutes les micro-entreprises au sens de l'Union européenne, donc une micro-entreprise au sens de l'Union européenne, c'est une entreprise qui a moins de 10 salariés et qui a un chiffre d'affaires annuel ou un total bilan annuel inférieur ou égal à 2 millions d'euros. Si jamais on rentre dans les seuils de la micro-entreprise, pour toutes les heures de formation qui sont effectuées par le dirigeant sur l'année 2022, eh bien le crédit d'impôt va être doublé. Donc, je rappelle simplement qu'on a une limite annuelle de 40 heures de formation pour le dirigeant. Voilà ce qui change, c'est-à-dire que sur les heures de formation réalisées en 2022, si le dirigeant est sur dirigeant d'une micro-entreprise, il bénéficiera du doublement du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt bio. Alors, le crédit d'impôt bio, la loi de finances, alors on avait déjà la loi de finances 2021 qui est venue reconduire ce crédit d'impôt pour 2 ans. Donc, on nous avait porté son bénéfice jusqu'au 31 décembre 2022. La loi de finances de cette année est venue à nouveau le reconduire pour 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Juste pour rappel, le crédit d'impôt bio, il bénéficie aux entreprises agricoles à condition qu'elles aient un minimum de 40% de leurs recettes qui relèvent de la production biologique. C'est la condition pour pouvoir en bénéficier. Donc, ce crédit d'impôt bio est reconduit pour 3 ans, ce qui nous mène à 2025. Et au-delà de ça, on est venu nous augmenter les plafonds. Donc jusqu'à présent, on avait un crédit d'impôt maximum de 3 500 €. Donc il est porté à 4 500 €.
Et ce crédit d'impôt bio, il est cumulable avec les autres aides européennes en faveur de l'agriculture biologique. Sauf qu'on avait un plafond global entre crédit d'impôt bio et aide bio européenne qui était de 4 000 € le plafond global. Le plafond global est porté à 5 000 €. Et donc toutes ces augmentations de plafond rentrent en vigueur au 1er janvier 2023. Ce sera l'an prochain. Alors on va passer à la TVA agroalimentaire, qui est pour les agriculteurs, pour les BA, la grosse mesure de cette loi de finances 2022. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser du coup que c'est un sujet, donc on a des textes, mais on a des textes qui ne sont pas clairs du tout. Donc, il reste beaucoup de zones d'ombre. On essaie petit à petit d'éclaircir en interprétant les textes avec plusieurs de nos confrères, d'autres Serre France. On étudie ces textes, mais ça reste encore assez flou et ambigu. Donc, je vais essayer d'être la plus claire possible, mais on n'a encore pas toutes les réponses à nos questions, malheureusement, sur ce sujet. Et donc, il y a un mois, certains d'entre vous ont peut-être vu un article que l'on a rédigé, qu'on a publié sur ce sujet-là. Donc, depuis un mois, on a eu de nouvelles informations. Donc, notre analyse a évolué et je pense que dans un mois, notre analyse aura encore évolué pour se faire de plus en plus précise. Donc, avant d'aborder avec vous quelle est la mesure de la loi de finances sur cette TVA agroalimentaire, je vais juste rappeler que jusqu'à présent, pour définir quel était le taux de TVA applicable, on regardait quel était le niveau de transformation du produit. C'est-à-dire que plus le produit était transformé et plus le taux de TVA était élevé. Donc là, je vous l'ai mis en guise de rappel, mais lorsqu'on était sur un produit destiné à être consommé par l'homme en l'état, on était sur un taux de 5,5%. Lorsqu'on était sur un produit d'origine agricole brut non transformé ou un produit qui intervenait dans le processus de production agricole, on était sur du 10%. Et enfin, on passait sur du 20% lorsqu'on était sur des produits agricoles transformés. Donc, à la base, la loi de finances 2022 avait pour objectif, donc la loi de finances est venue réécrire un article du Code général des impôts. Et l'objectif de cette réécriture, alors c'est comme ça que c'était écrit dans les textes, c'était de venir appliquer le taux réduit de 5,5% de TVA en fonction de la destination du produit. C'est-à-dire qu'auparavant, on tenait compte du niveau de transformation du produit pour savoir quel taux de TVA on venait appliquer. Et là, la loi de finances est venue nous dire que dorénavant, le critère ne serait plus le niveau de transformation, on met ce critère-là de côté, mais le critère serait quelle est la destination finale du produit. C'est-à-dire, est-ce que le produit est destiné à être consommé par l'homme ou est-ce qu'il est destiné à être consommé par l'animal. Bien parfois, il arrive qu'on ait des produits qui aient des destinations mixtes. Donc l'objectif était d'appliquer le taux de 5,5 du moment que la destination du produit était la consommation humaine. Ce qui revenait à dire qu'on appliquait le taux de 5,5 tout au long de la chaîne de production d'un produit destiné à être consommé par l'homme. C'est en ces termes que la loi de finances a été présentée à l'origine. Petit à petit, on s'est posé les questions du pratico-pratique. Et c'est là qu'on est arrivé à faire émerger une certaine analyse de ces textes.
Et finalement, ce n'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire quand on nous disait tout au long de la chaîne de production, si par exemple je prends l'exemple d'un veau de boucherie, on pouvait penser, enfin en tout cas nous, c'est comme ça qu'on l'analysait, tout au long de la chaîne de production, ça voulait dire de la naissance du veau jusqu'au moment où il est cédé par exemple au boucher pour être vendu au consommateur final. Sauf que au-delà de ce taux de 5,5% pour tout produit destiné à être consommé par l'homme, le taux de 10% que l'on applique à tous les produits qui sont dans la production agricole relève toujours du taux de 10%. Le problème, c'est qu'on a deux taux qui vont venir se chevaucher. Si je reprends mon exemple du veau de boucherie, ça veut dire qu'à un moment donné, on est bien d'accord que les agriculteurs qui font du veau de boucherie leur activité, qui engraissent ces veaux de boucherie, toute la phase d'engraissement, c'est bien de la production agricole. Et donc, à ce titre, toute la phase d'engraissement et toutes les ventes de veaux qui se font durant cette phase-là sont censées être relevées du coup du taux de 10% puisqu'on est toujours dans la phase de production agricole. La question se posait, mais à partir de quel moment on va venir du coup appliquer le taux de 5,5 puisque même si on est sur la phase d'engraissement, on est bien d'accord qu'un veau de boucherie, sa destination finale, c'est d'être consommé par l'homme. Donc, c'est là qu'il était compliqué de savoir à partir de quand on passait du taux de 10 au taux de 5,5. Et finalement, ce que l'on arrive à faire immerger de ce texte, c'est qu'on passerait sur le taux de 5,5% au moment où on arriverait au terme du cycle de production agricole. Donc, si je reprends à nouveau mon exemple du veau de boucherie, le veau de boucherie, tant qu'il est vendu pour être engraissé, donc si un agriculteur vend un veau de boucherie à un autre agriculteur pour qu'il termine l'engraissement, on est toujours au stade de la production agricole, on est toujours on n'est pas arrivé au terme de ce cycle-là, et donc on relève toujours du taux de 10. Du moment où l'agriculteur va vendre le veau de boucherie, que ce soit un négociant en bestiaux qui, lui, va le vendre engraissé, on va dire, en totalité, ou qui va le vendre, l'agriculteur qui va le vendre au boucher, par exemple, à ce moment-là, on rentre sur le taux de 5,5, puisqu'on n'est plus dans la phase de production agricole. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de cycle de production agricole, et ce n'est qu'à son terme qu'on va venir, qu'on rentre du coup sur la mesure de la loi de finances qui est d'appliquer le taux de 5,5 à tous les produits destinés à la consommation humaine. Voilà, donc ici, si on reprend ce petit tableau récapitulatif, hein, vous avez deux colonnes avec les taux applicables avant le 1er janvier 2022, les taux applicables après le 1er janvier 2022, et vous voyez en rouge que la seule chose qui a changé par rapport aux règles antérieures, hein, et pour les produits destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires pour l'alimentation humaine. Ce n'est que dans ce cas-là qu'on passe d'un taux de 10 à 5,5. Pour autant, vous voyez que sur la dernière ligne, on conserve le taux de 10% avant comme après l'entrée en vigueur de la loi de finances 2022 pour les produits destinés à être utilisés dans la production agricole. Et voilà, tout le débat reste à partir de quand on passe de la 3e ligne à la 2e ligne. Donc ici, c'était l'exemple du veau de boucherie. Vous voyez que dorénavant, lorsque l'acheteur et le boucher, on passe du taux de 10 à 5,5, puisqu'au moment où le veau de boucherie est vendu au boucher, on est bien d'accord qu'il n'y aura plus de production agricole, l'engraissement est terminé et il est prêt à être consommé par le consommateur final, le particulier. Pour le négociant en bestiaux, alors, le négociant en bestiaux, on va avoir différents négociants en bestiaux. On va avoir ceux qui achètent et qui revendent de l'animal à un autre agriculteur qui va terminer l'engraissement. À ce moment-là, on est toujours dans le cycle de production agricole, donc on va rester sur un taux de 10%. Par contre, un négociant en bestiaux qui va acheter un veau et le revendre
alors que la phase d'engraissement est terminée, à ce moment-là, on passe sur un taux de 5,5%. Et le reste des exemples, les dernières lignes, les deux dernières lignes, ça ne change pas. Le raisonnement reste le même qu'auparavant. Voilà, alors on arrive au milieu de la présentation. Donc on a évoqué les trois premiers thèmes. Je vais regarder du coup les questions. Donc je vois première question de Thierry. Donc une ARL a deux associés, un ou deux crédits d'impôt. Alors de quel crédit d'impôt parle-t-on? Fabrice a répondu, le crédit d'impôt est accordé sous les mêmes conditions et à proportion des droits que détiennent les associés dans la société. D'accord. Ok. Donc tout le monde voit les... Oui, d'accord. La précision pour le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt du coup remplacement. C'est ça. D'accord, ok. Donc, du coup, pour traduire la réponse de Fabrice, lorsqu'on est dans une société, donc là, en l'occurrence, la question portait sur une société EARL, une société EARL a deux associés. Du coup, est-ce que chaque associé bénéficie d'un crédit d'impôt ou est-ce que c'est la société de manière générale qui bénéficie du crédit d'impôt? Donc, c'est la société de manière générale qui bénéficie du crédit d'impôt. Simplement, ce que dit du coup Fabrice dans sa réponse, c'est que en fonction de la détention du capital social par chaque associé dans cette société, on va venir octroyer une partie du crédit d'impôt en fonction de cette répartition du capital social. On a une autre question de Véronique. Alors, vente d'un bovin viande entre agriculteurs en TVA, quel taux de TVA pratiquer? Donc, comme le dit Fabrice, c'est un taux de... Fabrice et Laurent, du coup, parce qu'ils sont tous les deux à répondre aux questions. Donc le taux serait de 10%. Donc en effet, étant donné qu'on est entre deux agriculteurs, si un agriculteur achète un bovin viande, c'est bien parce que la phase d'engraissement n'est pas terminée. Donc on rentre toujours dans la phase, dans le cycle de production agricole. Donc ici, le taux de TVA sera celui de la production agricole qui est de 10%. Voilà pour les questions. Donc, je vais continuer. N'hésitez pas, si jamais vous en avez qui vous viennent sur la première partie de la présentation, à les poser. On essaiera d'y répondre. Donc, le statut du conjoint collaborateur. Donc, ça, c'est une mesure qui concerne à la fois le régime général et à la fois le régime agricole. Simplement, c'est un statut qui est prévu par des textes différents, qu'on soit sur le régime général ou agricole, ce qui veut dire qu'on a des règles qui peuvent être différentes. Et il faut faire attention à ne pas mettre du coup tout le monde dans le même panier par rapport à ce statut. Donc, je vais essayer... Du coup, quand je vois que cela est nécessaire, je ferai le distinguo entre régime général et régime agricole. Et quand la mesure concerne tout le monde et générale, je le préciserai également. Donc, pour du coup faire un petit historique, on a la loi de 2005 en faveur des PME qui avait introduit dans un article du Code du commerce la possibilité de choisir parmi trois statuts. Donc le conjoint du chef d'entreprise avait la possibilité de choisir entre trois statuts. Le statut salarié, le statut associé ou le statut de collaborateur, conjoint collaborateur.
Puis, donc ça, c'était en 2005, possibilité de choisir entre ces 3 statuts. En 2019, pardon, la loi Pacte est venue rendre obligatoire le choix entre ces 3 statuts. Donc là, ce n'est plus une possibilité, mais c'est une obligation. Parce que pourquoi cette obligation de choisir entre les 3 statuts? C'est qu'il a été remarqué qu'il y avait de plus en plus de conjoints non déclarés sous aucun statut. Donc pour remédier à cela, ils ont, via la loi Pacte, défini une obligation. Donc ce statut de conjoint collaborateur, là je vais distinguer régime général et régime agricole. Dans le régime général, le statut de conjoint collaborateur était ouvert aux personnes mariées et aux personnes pacsées. Les concubins, ne pouvaient pas bénéficier de ce statut de conjoint collaborateur. Par contre, dans le régime agricole, il était possible pour un conjoint marié, pacsé ou bien simplement un concubin de bénéficier du statut du conjoint collaborateur. Donc la loi de finances est venue modifier ça, puisque au niveau du régime général, il est dorénavant possible pour le concubin, de bénéficier du statut du conjoint collaborateur. Le gros changement de cette loi de finances, ce n'est pas celui-ci. Le gros changement, c'est que jusqu'à présent, le statut du conjoint collaborateur était illimité dans le temps. C'est-à-dire qu'on pouvait le choisir et on le gardait autant qu'on voulait. La loi de finances est venue rendre ce statut temporaire. Donc dorénavant, il est limité à une période de 5 ans. Alors, donc c'est une mesure qui rentre en vigueur au 1er janvier 2022. Ça ne veut pas dire que tous les conjoints collaborateurs au 1er janvier 2022, qui sont conjoints collaborateurs depuis X années, ne peuvent plus en bénéficier. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez de noter sur la diapositive, le décompte de la période de 5 ans s'opère à compter du 1er janvier 2022. C'est-à-dire qu'admettons, on est un entrepreneur individuel, le conjoint est conjoint collaborateur depuis 20 ans, et là, au 1er janvier 2022, on nous dit que s'ouvre une période de 5 ans. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2027, le conjoint collaborateur ne pourra plus être conjoint collaborateur, puisqu'il sera arrivé au bout de la période du statut. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il va falloir, à l'issue de cette période, qu'il opte pour le statut, pour un des 2 autres statuts possibles, donc c'est-à-dire soit le statut de salarié, soit le statut d'associé. Si jamais aucun choix n'est effectué à l'issue de la période des 5 ans, c'est le statut du salarié qui est considéré comme s'appliquer automatiquement. Et autre nouveauté de la loi de finances, c'est qu'il a été prévu un article dans le Code de la sécurité sociale qui permet au SSI, donc ex-RSI, de radier d'office les conjoints collaborateurs qui continueraient à exercer sous ce statut au bout de la période de 5 ans. Donc, c'est pas neutre comme mesure parce qu'on a beaucoup de conjoints collaborateurs à l'heure actuelle et si on est obligé de les basculer au bout de 5 ans, donc grand maximum au 1er janvier 2027 sous un statut de salarié, qui est le statut qui s'appliquera de base si jamais on ne choisit pas le statut d'associé, ce n'est pas neutre parce qu'en termes de cotisation sociale, ce n'est pas du tout la même chose. Elle serait plus élevée. Un petit cas particulier, c'est ce que je notais, cas particulier retraite, c'est-à-dire que si à l'issue de la période de 5 ans, donc au 1er janvier 2027, on est en présence d'un conjoint collaborateur qui partirait à la retraite dans moins de 5 ans, donc c'est-à-dire 2027, vous rajoutez 5 ans, si durant cette période, il est censé partir à la retraite, à ce moment-là, il va pouvoir bénéficier du statut jusqu'à son départ à la retraite. Si par exemple, au 1er janvier 2027, à contrario, on a un conjoint collaborateur qui partirait à la retraite 6 ans après 2027. Là, par contre, on sort de cette tolérance et il ne pourra pas, ce conjoint collaborateur, bénéficier du statut jusqu'au bout. Il sera obligé d'en changer.
5e sujet et avant-dernier sujet, l'amortissement du fonds commercial. Alors, cette mesure, pour l'introduire du coup, c'est une mesure, ce dont on est certain, c'est qu'elle s'applique aux fonds donc commerciaux. Un doute subsiste encore, enfin en tout cas on a eu des réponses mais qui ne sont pas encore officielles pour son application aux fonds agricoles. A priori, les agriculteurs pourraient bénéficier de cette mesure sur les fonds agricoles, mais ce n'est pas encore officiel. Donc, information à prendre avec des pincettes qui sera certainement confirmée dans les mois à venir, prochainement. Hop. J'ai l'impression que j'ai une diapo qui ne s'affiche pas. C'est pas grave. Je vais vous la faire oralement avant d'arriver du coup à l'apport de la loi de finances, juste pour faire un petit rappel sur ce qu'est un fonds commercial. Le fonds commercial, c'est tous les éléments incorporels du fonds de commerce. Donc le fonds de commerce, c'est un ensemble qui regroupe à la fois les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. Le fonds commercial, ce n'est que les éléments incorporels. Par exemple, donc si on raisonne en fonds commercial, les éléments incorporels, ça va être tout ce qui est la clientèle, ça va être le non commercial, ça va être l'achalandage, l'enseigne. Voilà, c'est que tous ces éléments ne sont pas palpables, ils sont incorporels. Donc ça, c'était juste pour définir un peu ce dont on parlait. Là, la question est de savoir est-ce qu'on peut venir amortir ces éléments incorporels. Donc, comptablement, ils sont normalement obligatoirement amortissables lorsqu'il existe une limite prévisible à l'exploitation de ce fonds commercial. Si on sait qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir exploiter ce fonds, ça veut dire son exploitation est bien limitée dans le temps, et à ce moment-là, on est dans l'obligation de venir l'amortir. Les petites entreprises, elles, n'ont pas une obligation d'amortissement comptablement, mais ont la possibilité de venir amortir le fonds commercial sur 10 ans. Là, je parle comptablement. Fiscalement, donc c'est-à-dire au niveau de la détermination du résultat imposable, à ce stade-là, que l'on ait choisi ou non, ou que l'on ait eu l'obligation ou non d'amortir comptablement le fonds commercial, fiscalement, l'amortissement qui aurait été constaté comptablement n'est pas déductible. C'est-à-dire que pour calculer le résultat imposable, on va venir le faire rentrer dans la base. Non, pardon, excusez-moi. On ne va pas en tenir compte dans le calcul du résultat imposable de l'amortissement. Donc, on ne va pas venir réduire notre résultat imposable de l'amortissement. On le réintègre, en fait. Donc, ça, c'était juste pour recontextualiser les choses. Là, la loi de finances, elle est venue nous permettre, à titre temporaire, pour tous les fonds commerciaux acquis entre le premier... Hop, je vous mets la diapo. Tous les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, tous les fonds acquis pourront être amortis comptablement et fiscalement. Ce qui veut dire que lors du calcul du résultat imposable, on pourra bien venir réduire notre montant de résultat imposable de l'amortissement qui pourra être calculé sur le fonds commercial. Donc, comme je disais, on ne sait pas encore, enfin, on a quand même des infos assez sûres, mais ce n'est pas encore officiel, donc on préfère être vigilant par rapport à cela. On n'est pas sûr que ce soit applicable au fonds agricole, mais c'est en bonne voie, en tout cas, d'après les informations que l'on a. Par contre, même si on vient nous dire que c'est une mesure qui peut bénéficier au fonds agricole, la difficulté par rapport au fonds commercial, c'est que le fonds commercial, on va
pouvoir assez facilement déterminer ce qu'est le fonds commercial, les éléments qui constituent le fonds commercial. Vous voyez bien que chez les BIC, on va très facilement, il y a forcément une clientèle, pas forcément, mais une enseigne souvent. Tous ces éléments-là, ils sont individualisés au bilan. On sait combien ils valent et du coup, on va pouvoir les amortir assez facilement. Par contre, en agricole, on n'a pas de... C'est rare qu'on ait une clientèle comme en commercial. Donc, même si on peut bénéficier de cet amortissement, encore faut-il que l'on arrive à extraire quelles sont les valeurs qui constituent, quels sont les éléments qui constituent ce fonds agricole pour pouvoir les amortir. Donc finalement, la portée de la mesure est, à mon avis, beaucoup plus restreinte pour les fonds agricoles que les fonds commerciaux. Et pour terminer sur cette présentation des principales mesures de la loi de finances, on va aborder une exonération pour départ à la retraite. Donc, c'est un régime fiscal de faveur qui s'adresse aux... Hop, je vous mets la diapo qui va bien. Voilà. Qui s'adresse aux personnes qui viendraient à vendre, donc à titre onéreux, on n'est pas sur de la donation ou de la succession, donc qui viendraient vendre leur entreprise individuelle ou bien si jamais ils sont associés d'une société de personnes à l'IR, qui viendraient vendre la totalité de leur part détenue dans cette société, dans le cadre de leur retraite. Donc on a ce fameux article 151 septies A du CGI qui nous permet d'ouvrir droit, si certaines conditions sont remplies, à une exonération de la plus-value liée à cette cession d'entreprise individuelle ou de titre. Au niveau des conditions, c'est qu'il faut que donc la personne qui part à la retraite parte à la retraite et cesse toute activité, toute fonction dans l'entreprise ou la société dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Je vais vous mettre hop, la petite frise chronologique. Donc, je vous disais, il faut que le départ à la retraite et la cessation des fonctions aient lieu dans les 2 ans qui précèdent ou qui succèdent la cession. Étant donné qu'on est dans un contexte un peu particulier avec le Covid, toutes les personnes qui seraient parties à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, sur cette période-là, ces personnes auraient la possibilité de venir céder leur entreprise individuelle ou leur titre, non pas dans un délai de 2 ans, mais dans un délai de 3 ans. Ils ont allongé le délai de cession de 2 à 3 ans. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est que ça ne marche que dans un sens. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait avoir cédé dans les 2 ans qui précèdent ou qui succèdent le départ à la retraite. Là, ça ne fonctionne que si la cession de l'entreprise individuelle ou des parts se fait postérieurement au départ à la retraite. Puisque la période Covid n'a pas empêché les gens de partir à la retraite. Par contre, la période Covid a pu freiner certaines ventes. Voilà pourquoi c'est dans ce sens-là. Donc là, on est arrivé à la fin de la présentation des mesures que l'on voulait aborder avec vous. Je vais regarder du coup si des questions ont été posées. Limitation de la durée du statut de conjoint collaborateur. Quelle est la finalité de cette nouvelle règle? Donc, l'objectif de la loi est d'amener le conjoint participant aux travaux à changer de statut social vers un régime moins précaire. C'est tout à fait ça. Du coup, c'est vraiment de faire du régime de conjoint collaborateur un régime temporaire. Voilà. Ni plus ni moins. Et petite info. Oui, je vais juste vous dire l'objectif du législateur tel qu'il est écrit.
l'objectif de cette mesure, donc mise en avant par le législateur, et je reprends ces mots, c'était de faire évoluer le statut de conjoint de collaborateur afin de mieux, j'ouvre les guillemets, répondre aux enjeux d'égalité économique et professionnelle, puisqu'ils se sont aperçus que c'était un statut qui était très employé par les femmes des chefs d'exploitation. Et donc, il y avait quand même une volonté d'enjeu d'égalité économique et professionnelle à ce niveau-là. Je cite. Donc voilà par rapport à cette question. Du coup, pas de problème. Je suis obligée de vous laisser. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté du coup notre présentation. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser. J'espère que c'était clair. Sinon, si jamais quelque chose ne l'était pas, n'hésitez pas à me demander de le réexpliquer d'une manière différente. C'est peut-être pas une question, c'est juste une manière de présenter. Donc, a priori, ça a l'air d'être bon. Mais je vais du coup vous remercier d'avoir participé, de nous avoir écoutés, en espérant que ça vous ait apporté des éléments d'actualité, du coup, sur lesquels on ne manquera pas de revenir lorsqu'on aura certains éclaircissements, notamment sur le TVA dans l'agroalimentaire, où on manque de pas mal d'informations. Et je remercie aussi du coup Fabrice et Laurent qui m'ont aidé à répondre à toutes les questions. Au revoir et à bientôt pour un autre webinaire d'un de mes collègues peut-être.